Ah, tu m'étonnes qu'ils ont cherché à garder à tout prix les preuves scellées. C'est un truc de malade qu'on est en train de découvrir. Je te raconte tout ça. Hello mes licornes, j'espère que vous vous portez à merveille. On se retrouve aujourd'hui sur une vidéo sur Blake Lively. On va reprendre là où on s'en était arrêté la dernière fois. Alors ces derniers temps, si vous me suivez sur Instagram, vous avez été un petit peu baladé. Est-ce que je fais la vidéo sur les théories sur Kate? Est-ce que je fais la vidéo des updates sur Blake Lively? J'ai un peu fait la chirouette ces derniers temps parce que tout simplement, il se passe des trucs super intéressants du côté de Blake Lively. On a eu la première phase du procès avec la Discovery Phase. Ensuite, il y a eu la phase des dépositions. Et à la fin, normalement, de la phase des dépositions, en fait, tout le monde met sur le dossier officiel de l'affaire sur le site internet, toutes les preuves qu'ils ont par rapport à l'affaire. Je vous en avais présenté pas mal la dernière fois, mais rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y en avait encore énormément qui restaient sous scellés. Les preuves devaient être révélées le 8 décembre dernier, mais vous connaissez la legal team de Blake. Il y a eu vraiment un véritable combat d'avocats pour garder certaines preuves sous scellé. Je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo et je pense que je ne vais pas vous spoiler si je vous dis dès à présent que le juge a refusé de garder sous scellé. Du coup, Blake Lively était contrainte de publier toutes les preuves qu'elle avait et Justin Baldoni aussi. Et à la grande surprise de tout le monde, c'est Blake Lively qui a déposé en premier ses preuves, alors qu'on avait plutôt l'habitude qu'elle dépose au dernier moment, voire un petit peu en retard. Là, elle a déposé avant la date butoir. Donc, dans cette vidéo, je vais vous raconter la bataille d'avocats avant le jugement de Liman qui a décidé de retirer le scellé des preuves. Et ensuite, je vais vous présenter les preuves qu'on a eues de la part de Blake Lively. On va les analyser ensemble. Et il est fort probable que la semaine prochaine, je vous sorte une deuxième vidéo sur le lever des scellés, tout simplement parce que là, pour le moment, on a les scellés de Blake Lively, on a ce qu'elle a décidé de présenter au tribunal, mais on va bientôt avoir les scellés de Justin. À l'heure que je vous tourne cette vidéo, on est jeudi matin, donc jeudi 22 janvier. Et à l'heure qu'il est, je pense que les preuves de Justin sont déjà sur le dossier, mais j'ai pas le temps de les analyser. Et comme ça fait des semaines que je vous laisse en attente sur cette vidéo, j'ai décidé de vous publier cette première vidéo aujourd'hui et la semaine prochaine, on reviendra sur les preuves présentées par Justin. Et comment vous dire que vu les preuves que Blake nous a présentées, celle de Justin risque d'être gratinée. Bon, alors, première partie de cette vidéo, ce qui s'est passé avant la levée des scellés. Déjà, dans une correspondance par mail déposée par Justin, on a commencé à avoir le sentiment que Sony commençait à se retourner contre Blake, tout simplement parce que Blake parle de traumatisme psychologique après avoir travaillé avec Wayfarer et se plaint de l'arbitrage de Jenny Giannati, qui est la personne qui s'occupait du film It Ends With Us chez Sony. Et là, Sony a commencé à envoyer des mails en disant qu'ils n'étaient pas du tout d'accord et que Jenny Giannati a fait correctement son travail. Donc déjà là, on commençait déjà à voir que Sony prenait de la distance avec Blake, voire s'opposer avec elle, alors qu'elle a toujours avancé le fait qu'elle avait Sony de son côté. On voit que ce n'est pas forcément le cas et on va avoir plus d'informations au moment de la levée des scellés. Pour le moment, je vous laisse avec ça. Ensuite, deuxième information, on découvre que Blake n'est qu'actionnaire minoritaire de Betty Buzz. Betty Buzz, souvenez-vous, c'est la marque d'alcool que Blake Lively promulguait lors du lancement du film. Or, elle a porté plainte contre Justin pour se plaindre des retombées commerciales négatives qu'elle a avec cette marque d'alcool depuis cette affaire avec Justin Baldoni. Genre, c'est de sa faute. Eh bien, il se trouve qu'en fait, Blake Lively, par un montage financier de ouf, n'est qu'actionnaire minoritaire de la marque. C'est-à-dire que pour se plaindre qu'on a perdu de l'argent grâce à quelqu'un, encore faut-il être le patron de cette entreprise qui a perdu de l'argent. Or, elle n'est qu'actionnaire minoritaire, donc en fait, normalement, elle n'a même pas de loi au chapitre. Ensuite, on commence à avoir une bataille d'avocats avec tous les avocats du côté de Blake Lively qui s'opposent à la levée des scellés, qui est pourtant normal, hein. Sachez qu'aux États-Unis, en fait, à chaque procès, le dossier est toujours public. C'est-à-dire que n'importe qui peut consulter le dossier. Ça permet une certaine transparence.
C'est un truc qu'on fait pas en France, mais je pense que c'est un tort, parce que ça permet vraiment de pouvoir comprendre le procès, le déroulé d'un procès, et donc de comprendre les décisions des uns et des autres. D'ailleurs, s'il y avait cette transparence en France, on n'aurait pas autant de remise en question de la justice en France, notamment pas quand il y a des procès comme celui de Marine Le Pen ou comme celui de Nicolas Sarkozy, dont je vous ai fait une vidéo. Si vous n'avez pas compris les tenants et les aboutissants de ce procès, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait à l'époque, parce qu'elle vous explique pourquoi en fait Nicolas Sarkozy a été si gravement condamné, parce que c'est vrai que Nicolas Sarkozy a énormément joué sur les mots devant la presse pour dire qu'il était innocent, alors que déjà la Cour a décidé que c'était pas le cas, et qu'en fait ce qu'on lui reprochait était extrêmement grave. Et encore, personnellement, 5 ans de prison pour moi, c'est pas cher payé par rapport à ce qui lui est reproché. Pareil pour Marine Le Pen, il lui est reproché d'avoir détourné 4 millions d'euros d'argent public, hein, donc votre argent, mon argent, et 2 ans d'illégibilité, pour moi, c'est pas cher payé. Alors, ce qu'elle trouve pas juste, c'est le fait que, même si elle fait appel, cette peine de 2 ans d'éligibilité doit être effectuée immédiatement, mais en même temps, on a quelqu'un qui a détourné des fonds publics, 4 millions, c'est énorme, et qui se présente à la présidence de la République. Donc, il y aura, par exemple, le loisir de se gracier. D'ailleurs, Jordan Bardella, son poulain, qui devrait se présenter à sa place, dit que s'il est élu, il graciera Marine Le Pen. Alors que Marine Le Pen était la première, il y a encore quelques années, à dire que ceux qui sont coupables de détournement de fonds publics devraient être inéligibles à vie. Elle a eu que 2 ans et en plus elle se plaint. Donc vous voyez, en France, on a le compte rendu d'un procès qui est public. Donc c'est la décision de la Cour par rapport au procès qui est motivée. Donc on explique pourquoi cette Cour a pris cette décision. Ça, c'est tout à fait public. Maintenant, grâce à Internet, on a carrément la possibilité, en fait, de faire en sorte que toutes les affaires soient publiques, qu'on puisse avoir accès aux preuves et qu'on puisse voir les preuves qui ont été présentées à la Cour lors du procès. Et moi, personnellement, je pense que cette procédure de transparence lors d'un procès qu'ont les États-Unis est très très bien et je plaide pour qu'on ait la même chose en France. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a eu une grosse bataille de plusieurs avocats, dont Sony. Mais on a eu aussi Blake Lively, on a eu également Ryan Reynolds et on a eu aussi Isabella Ferrer qui ont demandé au juge de garder sous scellé les preuves qui étaient sur le point d'être publiées, d'être révélées au grand public. Et alors l'un des arguments avancés par Blake Lively, c'est quand même risible, c'est qu'elle voulait protéger la vie de ses amis et en premier lieu de Taylor Swift et sa propre vie à elle. Ces avocats en fait disent qu'ils ont peur qu'on attente à leur vie à cause des preuves qui seront publiées. Ouais. Vous allez voir plus tard qu'ils avaient de très bonnes raisons de demander à ce que les preuves restent sous scellé, mais que ça n'a rien à voir avec la menace qui pèse sur Taylor ou sur Blake, mais que ça a plus à voir avec le fait que ces preuves sont édifiantes en fait. Ces preuves sont catastrophiques pour l'affaire de Blake. Je tiens à préciser que Taylor Swift n'a pas demandé à ce que les preuves restent sous scellé. On se disait que c'était parce que elle avait rien à se reprocher en fait. C'est pas vraiment ça. Vous allez voir que c'est pas très très joli ce qu'elle a fait non plus. Mais en tout cas, elle ne s'est pas opposée à la levée des scellés. On a également l'avocat de Ryan. C'est évidemment la même legal team de Blake Lively, hein, puisqu'ils sont mariés, souvenez-vous. Donc Ryan Reynolds a cherché à faire en sorte que certaines preuves restent sous scellé. Et alors, on a une créatrice de contenu qui s'appelle Without a Crystal Ball. En fait, sa chaîne s'appelle Without a Crystal Ball. Et j'adore cette chaîne. C'est ma source number one pour vous faire ces vidéos parce qu'elle fait un travail formidable. Je tiens à vous le dire, si vous parlez anglais, n'hésitez pas à la suivre parce que elle fait un travail formidable. Parce qu'elle a regardé les preuves qui demandaient à être scellées et elle a comparé ça à la chronologie que nous avait fournie Jamie Heath, souvenez-vous, je vous en parlais dans ma dernière vidéo. Et elle a pu déterminer en fait les preuves que Ryan Reynolds cherchait à garder sous scellé. Et en fait, ce sont des preuves qui nous montrent à quel point, en fait, Ryan Reynolds, c'est le mastermind derrière toute cette histoire, toute cette saga, et que, en fait, il a poussé Blake, et on va voir qu'il a poussé pas mal de monde, qu'il a retourné le cerveau de pas mal de monde pour se retourner contre Justin. Et en fait, on se rend compte que la plupart des preuves que l'avocat de Blake Lively cherche à cacher, ce sont des preuves qui concernent Taylor et
Ryan Reynolds. C'est les deux personnes qu'elle cherche à protéger. Ensuite, les bourricots d'avocats de Blake Lively ont publié la déposition de Justin Baldoni sans retirer les informations sensibles, c'est-à-dire les adresses, je sais pas moi, les adresses mail, les numéros de téléphone, le chiffre d'affaires qui avait fait le film, ce que chacun avait gagné, tout ça. Ils ont tout publié et ils ont mis 15 heures pour retirer tout ça. Alors évidemment, avec ça, le juge ne pouvait que refuser de garder sous scellé les preuves qu'il voulait protéger. Mais vous allez voir que je pense que ce n'est pas la raison pour laquelle il a décidé de lever les scellés. Maintenant, on va passer à la partie où je vous parle des scellés. La première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est qu'on se rend compte que finalement, les preuves qu'elle cherchait à garder sous scellé, ce sont principalement des messages qui nous démontrent à quel point Blake est de mauvaise foi. Par exemple, elle savait que Justin avait des problèmes de dos. Elle savait que le backlash avait commencé en juillet et donc que Melissa Nathan n'avait rien à voir avec ça et que donc il n'y avait pas de smear campaign et que c'était bel et bien organique. Elle parlait très mal de lui à d'autres personnes et donc comme je vous le disais, toutes les preuves devaient être révélées mercredi dernier, mais Blake Lively a décidé l'équipe de Blake Lively a décidé de publier tout ça mardi dernier. C'est pour ça que j'ai eu le temps quand même de vous analyser certains des scellés. Sachez que en tout, il y aura 300 documents qui seront ajoutés. On est vraiment au tout début. Et donc passons maintenant aux preuves dont le scellé a été levé. Je vais peut-être vous garder ça pour plus tard, mais j'ai envie de commencer avec les conversations avec Taylor Swift. Je pense que c'est ce que tout le monde attend. Donc on va analyser ça ensemble. Encore une fois, à chaque vidéo, je vous mets les sources en fait dans la description. Donc si vous voulez la totalité des conversations et que vous parlez anglais, ou alors que vous êtes prête à utiliser Google Translate, n'hésitez surtout pas à regarder dans les sources. Moi, je vais seulement piocher dans les conversations. Par contre, à chaque fois, je vais vous raconter le contexte. Comme ça, c'est pas comme si c'était des phrases qui étaient sorties de leur contexte. C'est un procédé que font certaines personnes que je déteste. Non, non, non. Moi, je j'ai pas le temps de vous donner toutes les conversations, mais je vais quand même vous résumer le contexte. Donc, vous vous souvenez, la version de Taylor Swift, c'est que elle n'a rien à voir dans le film. En fait, elle a juste fait la musique. Et que, oui, elle était là, un événement, enfin, un dîner, une soirée au Penthouse, mais en fait, juste, elle passait par là. Et en fait, elle a vu Justin Baldoni et Jamie Heath. En réalité, il se trouve que c'est arrivé 2 fois. Donc déjà, ça commence à être bizarre, en fait, qu'elle passe par là 2 fois. Et en fait, on sait pour sûr, puisqu'on a les preuves par SMS, que au moins la réunion au Penthouse par rapport à la réécriture de la scène du toit, qui a été réécrite, souvenez-vous, par officiellement Blake Lively, mais en réalité, Blake Lively a dit que c'était Ryan Reynolds finalement qui l'avait écrite. C'est vraiment pas maline, hein. Mais bon, bref. Premièrement, on a Blake Lively qui envoie un message à Taylor pour lui demander de travailler sur son film en écrivant Justin comme un idiot qui pense qu'il est scénariste. Et ça, c'est hyper important, mais ça va revenir plusieurs fois. En fait, Blake Lively a fait croire à tout le monde, en fait, que si elle prenait les rênes du film, c'est parce que Justin Baldoni n'était pas compétent. Or, ce n'est absolument pas pour ça, parce qu'on a vu que la version de Justin Baldoni était la version la plus appréciée par le public. Non, la raison pour laquelle elle prend le contrôle du film, c'est parce qu'elle a envie de devenir réalisatrice et elle a envie d'avoir à son crédit en fait le fait d'avoir réalisé des films. Donc c'est juste une question d'ego. Ce n'est absolument pas parce que Justin n'est pas compétent. En fait, elle lui a volé son film et pas parce que ce qu'il faisait était pas bien. Au contraire, ayant vu le film, je me suis rendu compte que tout ce qui ne me plaît pas dans le film, ce sont les choix de Blake. Donc la version de Justin est, à mon avis, bien meilleure. Mais dès le départ, non seulement on voit que Blake Lively dénigre totalement Justin Baldoni, mais elle dénigre aussi son travail. Et elle fait croire, en fait, qu'il n'est pas compétent, alors que c'est pas le cas. Ensuite, elle lui envoie 2 versions d'une même scène, la scène du toit. Souvenez-vous, c'est la scène qui a été réécrite par, officiellement, Blake Lively, mais en fait, de l'aveu même de Blake Lively, c'est Ryan Reynolds qui l'a réécrite. Et donc, elle envoie les 2 versions, donc la version de Justin et la version de Ryan Reynolds, à Taylor Swift, et elle lui dit qu'elle n'est pas obligée de lire les 2 scènes, mais elle lui demande de passer au Penthouse, alors que Justin est déjà là, pour convaincre Justin de garder la scène de Ryan. Après cette réunion au Penthouse, Blake Lively dit dans ses messages « Oh mon Dieu, j'ai vraiment des dragons à Taylor Swift ». Ce qui signifie que Taylor Swift a toujours su qu'elle était utilisée comme un dragon
pour convaincre Justin Baldoni de faire ce qu'elle veut. Non seulement le fait qu'elle vienne au Penthouse n'était pas du tout un hasard, mais en plus elle a toujours su qu'elle était utilisée comme un dragon. Et Taylor lui répond: je ferai n'importe quoi pour toi. Donc, encore une fois, tout ça, c'est organisé, c'est un guet-apens. Ensuite, on a une conversation une fois que le film est déjà tourné et que c'est la post-production. C'est-à-dire que c'est le moment, en fait, du montage et c'est le moment où la chanson de Taylor Swift est choisie pour le film. Et Taylor dit à Blake: si Justin était stratégique, il refuserait ma chanson comme chanson du trailer, donc de la bande-annonce, car ça te donne plus de pouvoir sur le film. La chanson est ton allié, pas le sien. Et en fait, dans plusieurs conversations, en gros, je vous les résume. L'idée qu'en fait, si Justin était vraiment un allié, il n'aurait pas l'outrecuidance d'empêcher Blake Lively de lui voler le film, en fait. Le fait qu'il ne la laisse pas voler le film, c'est le signe, en fait, qu'il n'est pas vraiment un allié. Et là, on va faire une pause parce que clairement, ce qu'elles font, c'est pas du tout du féminisme. Vous le savez, c'est une question qui me tient particulièrement à cœur. Et ça, c'est pas du féminisme, c'est le vol d'un film pur et simple. Justin Baldoni a acheté les droits d'adaptation d'un film. Il a développé ce film pendant 5 ans. Il a géré le tournage. Il a fait un montage qui apparemment est meilleur que celui de Blake Lively. Donc, Blake Lively est en train de lui voler un film. Et le fait de considérer que elle est plus légitime que lui pour faire ce film, c'est pas la question en fait. C'est pas, on n'en est pas à dire, en fait, comme il s'agit d'une histoire de femme, ça devrait être une femme qui réalise. Non, il a acheté les droits d'adaptation d'un livre et il a développé ce film pendant 5 ans. Sans lui, ce film, il n'aurait jamais existé. Alors que sans Blake, le film aurait existé de manière différente, mais il aurait existé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce film, c'est le sien. Et justement, il a tenu à adapter cette histoire pour des raisons féministes. C'est ça qui est fou. Et c'est ça qu'elle retourne contre lui, en fait. Alors que c'est complètement insensé. Ce qui est aberrant, et on va en reparler plus tard, c'est que Blake Lively se considère comme mieux placée pour adapter ce livre, alors qu'elle ne l'a même pas lu. Elle ne l'a même pas lu. Ensuite, on a Taylor Swift qui envoie un message qui dit: il est tellement misogyne qu'il n'envisage même pas qu'une femme puisse gagner un match à long terme avec la presse. Alors, encore une fois, il s'agit pas de misogynie, il s'agit de naïveté éventuellement. Et en fait, là, j'ai envie de vraiment vous arrêter sur un point. Elle est en train de retourner le fait que Justin Baldoni leur fasse assez confiance pour ne pas se méfier contre lui en utilisant le féminisme, en utilisant la misogynie. Mais se retourner contre quelqu'un parce qu'il est trop naïf, parce qu'il est trop gentil, ça s'appelle non seulement de la manipulation, mais aussi du gaslighting. Ça, c'est un trait pervers. C'est-à-dire qu'elle retourne la situation, elle retourne le fait que Justin Baldoni ne se méfie pas d'elle, en considérant que c'est parce que ce sont des femmes et qu'il est misogyne. Alors qu'en réalité, s'il ne se méfie pas d'elle, c'est non seulement c'est un bleu, hein, c'est un jeune réalisateur, il n'est pas non plus rodé dans la création de films, mais en plus, c'est juste qu'il leur fait confiance en fait. Et c'est juste que il n'imagine pas autant de malveillance de la part d'un être humain en fait. Et vous savez, c'est les gens qui retournent ce genre de situation et qui en fait considèrent que les gens qui leur font confiance, ce sont des gens trop naïfs et ils sont bêtes, bah ce sont les pervers en fait. Je dirais même plus, ce sont les pervers narcissiques qui se comportent comme ça. Je veux pas dire que Taylor Swift est une perverse narcissique, hein, mais on a tous des traits pervers et on a tous des traits narcissiques et parfois ils s'expriment. Et là, clairement, elle est d'une perversion redoutable, quoi. Le 4 décembre, alors que l'article du New York Times qui balance l'affaire en fait au grand public sort fin décembre, déjà Taylor Swift envoie à Blake Lively: je pense que cette pétasse, en parlant de Justin, sait que quelque chose se passe parce qu'il est en train de sortir ses petits violons. Et en fait, elle lui a envoyé le lien d'un article où Justin parle de la fois où il s'est fait agresser sexuellement par sa compagne de l'époque. Et après l'apparition de l'article qui annonce la plainte, en fait, Taylor a envoyé à Blake Lively: jamais une cancellation, donc cancellation.
cancel. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire annuler quelqu'un. C'est quand, en fait, le public décide de ne plus suivre, de ne plus s'intéresser à une personne. Et donc, cancellation, c'est le fait d'être cancellé, d'accord? Donc, je l'ai pas traduit parce que c'est intraduisible en français, mais elle écrit jamais une cancellation n'a été inversée aussi vite. Et donc, elle se réjouit, elle félicite Blake Lively pour l'article et elle lui dit, tu le crois ça, la meuf des pillards vient de m'appeler pour que je lui donne les infos pour qu'elle puisse prendre les données. Et en fait, on se rend compte que c'est grâce à Taylor Swift que Stephanie Jones a réussi à récupérer les données de Jennifer Abel. Je pense qu'elle lui a donné la marche à suivre. Et ce n'est qu'après avoir récupéré ces données que Blake Lively a mis en place le Van Zamsham pour porter plainte contre Jennifer Abel et avoir légalement les données en question. Du coup, voilà pour le résumé de ce qu'on trouve dans les conversations entre Blake Lively et Taylor Swift. Qu'est-ce qu'on observe? On observe déjà que les deux se montaient le bourrichon parce que Justin avait l'outrecuidance de refuser de se faire voler son film. Ensuite, on réalise que Taylor Swift avait vraiment une dent contre Justin Baldoni. Pourquoi? Mais si vous connaissez l'histoire de Taylor Swift, vous savez que, en fait, quand elle était jeune et qu'elle a signé ses premiers contrats, elle a signé avec une maison de disques et elle a cédé les droits d'exploitation de ses premiers albums. Et ces droits ont été vendus à quelqu'un d'autre, à Scooter, je sais plus quoi, Scooter Braun. Et en fait, Scooter Braun n'est autre que l'associé de Jennifer Abel, la publiciste de Justin Baldoni. Donc en fait, Blake Lively et Taylor Swift se sont montés le bourrichon comme quoi, en fait, en volant le film de Justin Baldoni, elle rétablissait une injustice par rapport au fait que ça devrait être Blake Lively qui devrait réaliser le film. Alors que pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le fait que Taylor Swift a eu son répertoire vendu à Scooter Braun, qui possédait en fait les droits d'exploitation de ses albums. Mais donc bref, dans aucun des messages présentés par Blake Lively, je rappelle que ça, ce sont les preuves présentées de toutes les preuves que je vais vous présenter là, ce sont les preuves publiées par Blake Lively, donc choisies par Blake Lively pour étayer son propos, d'accord? Encore une fois, les preuves de Justin Baldoni, ça va faire encore plus mal, je pense. À aucun moment dans ces conversations, on ne voit de mention du harcèlement sexuel dont elle aurait été la victime. À aucun moment. Par contre, on voit à quel point elle a volé le film. Mais sur le mauvais traitement dont elle aurait été victime, absolument pas. Autre chose, on n'a pas la raison pour laquelle Taylor Swift a pris ses distances. Peut-être que Justin Baldoni va publier tout ça. Il y a deux possibilités. Soit il y a eu vraiment un clash entre Blake Lively et Taylor Swift, et il y a eu vraiment cette histoire de chantage pour que Taylor Swift se range du côté de Blake Lively et la défende. Soit tout ça, depuis le début, c'est de la poudre aux yeux en fait, et que depuis le début, elle est du côté de Blake, que leur amitié n'a jamais été terminée, et qu'en fait finalement, elle prend ses distances avec Blake Lively pour des raisons entièrement égoïstes et pour protéger sa carrière, protéger son image, et qu'en réalité tout ça c'est du pipeau. Moi j'attends de voir ce que va nous présenter Justin Baldoni. Si dans les preuves présentées par Justin Baldoni, on n'a pas cette histoire de chantage, ça voudra dire qu'en fait, tout ça, c'est du pipeau. Mais donc, bref, voilà pour Taylor Swift. Passons à Isabella Ferrer. C'est pas mal non plus. Blake Lively a publié la déposition de Isabella Ferrer. Quand je dis Blake Lively, je parle de Sally Goldteam, vous aurez compris. Alors, pour ceux qui ont raté un épisode, Isabella Ferrer, c'est la version jeune dans le film de Blake Lively. Donc, c'est Lily, le personnage de Lily, plus jeune dans le film. It Ends With Us raconte un triangle amoureux entre trois personnes, du coup. On a Lily, qui est une fleuriste qui a sa propre boutique, qui est amoureuse de Ryle, qui est chirurgien, mais qui a eu une histoire avec Atlas quand elle était plus jeune. Et donc Isabella Ferrer joue Lily plus jeune, au moment de l'adolescence. Et sa costard Alex joue Atlas, le premier amoureux de Lily, plus jeune également. Donc le premier incident inapproprié que Isabella Ferrer attribue à Justin Baldoni, c'est que quand ils ont tourné la scène d'amour entre Atlas et Lily plus jeune, à la fin de la scène, Justin Baldoni aurait dit c'était hot.
À savoir aussi, pour ceux qui ne connaissent pas le matériau de base, il s'agit d'un livre de new romance, donc il y a des scènes explicites dedans. Et donc le film est truffé de scènes explicites et c'est important de montrer une certaine passion dans les échanges, dans les ébats en fait. Et donc le fait que Justin Baldoni dise que la scène était hot, bah, ça veut dire qu'en fait, ils ont bien fait leur taf, en fait. La scène est censée être hot, en fait. Parce qu'il s'agit de new romance. C'est un peu comme 50 Shades, en fait. Normal. C'est pas comme si, il te matait le cul et qu'il te disait t'es hot. Non, ça n'a rien à voir. Il te parle de la scène. Le deuxième incident, c'est, il y avait une scène dans la cuisine où Alex faisait des cookies. Il devait me faire manger de la pâte à cookies. Il y avait une note sur le script disant que je devais le regarder d'une manière qui me semblait inappropriée. Ça, c'était le deuxième incident. Question de l'avocat, s'est-elle plainte à Wayfarer? Non. À quelqu'un du film? Non. À son manager? Non. À Alex? Oui. On n'a pas la déposition d'Alex. Je pense que la déposition d'Alex sera dans les preuves présentées par Justin. On verra ce que dira Alex. Mais en tout cas, en gros, elle a trouvé que le regard qu'elle devait lancer à Alex pendant la scène était inapproprié et elle s'en est plainte à personne. Ce n'est que maintenant qu'elle nous dit que c'est un incident, que c'est quelque chose d'inapproprié. Alors qu'en soi, non seulement il s'agit d'un film de new romance, donc c'est normal que Justin Baldoni cherche à faire monter la température et cherche à montrer en fait que il y a une alchimie sexuelle entre les deux. C'est tout à fait normal. Mais en plus, elle s'est jamais plainte. C'est maintenant qu'elle nous dit que c'est inapproprié. Mais Justin Baldoni, il en a jamais rien su, en fait. C'est ok d'être mal à l'aise, quoique je pense sincèrement que si t'es actrice et que t'es mal à l'aise par rapport à ça, franchement, t'as rien à faire sur un plateau de cinéma. Mais passons, encore faut-il s'exprimer et dire qu'on est mal à l'aise, quoi. Le troisième incident serait que Justin aurait dit à sa costard Alex, j'ai besoin que toi et Isabella vous connaissiez mieux en lui faisant un clin d'œil après. Ça, par contre, s'il l'a fait, j'avoue, c'est déplacé. Néanmoins, c'est pas quelque chose dont elle a été témoin elle-même. C'est quelque chose, elle dit que c'est Alex qui lui a dit. D'accord? Donc, oui dire. Encore une fois, j'ai très hâte de voir la déposition d'Alex. Ensuite, l'avocat de Baldoni demande à Isabella Ferrer si Blake lui a parlé d'un incident lors du tournage. Je ne m'en souviens pas. Quelqu'un te parle d'un incident à un tournage et quelqu'un comme Blake te parle d'un incident sur le tournage, tu t'en souviens, clairement. Savez-vous si Justin et Jamie ont encouragé une scène d'accouchement nu? Non. Avez-vous été sur le plateau lorsque Blake filmait? Oui. Avez-vous vu un moment où Justin improvisait une scène d'amour? Non. Blake s'est-elle confiée à vous sur le fait que Justin initiait des contacts physiques avec elle? Non. Ensuite, Isabella nous indique qu'elle considère que Justin a fait une smear campaign car on lui a interdit de parler de DV, donc domestic violence, alors que de son côté, il en parlait. On lui demande qui a interdit de parler de DV. Elle dit, je crois que c'est Wayfarer. Puis 10 minutes plus tard, elle dit c'est Sony. Donc en fait, il faut savoir. Elle dit qu'elle est pas sûre, tout ça. Enfin, tu le sais. Tu le sais, quand on t'interdit de parler d'un truc qui est central, c'est important quand même. Tu le sais ça. Là, pour moi, où elle est malhonnête, c'est que, genre, elle croit que Justin Baldoni a parlé de DV lors de ses interviews pour que le casting passe mal. Alors oui, c'est vrai qu'ils ont eu un mauvais backlash à cause de ça, parce que lui, il en parlait et que eux, ils n'en parlaient pas. Mais il n'est pas responsable de ça et il n'a pas parlé de violence domestique juste pour faire en sorte qu'il passe mal. Dès le début, en fait, il a dit que ce film, il avait acheté les droits justement pour parler de violence conjugale. Et je pense que tout le casting le savait, que c'était le sujet principal du film. Donc à un moment donné, excusez-moi, hein, soit vraiment on parle d'une jeune fille qui est vraiment pas intelligente du tout, soit donc moi ce que je pense là, c'est que il s'agit d'une femme, d'une jeune fille en fait, à qui on a monté la tête et qui a cru des choses qui manquaient de bon sens.
qui a cru des choses qui n'avaient pas de logique. Ensuite, Colin Hoover, intéressant. On a sa déposition. Alors, pour vous résumer, on se rend compte en fait que Blake a offert à Colin Hoover le contrôle total sur le montage du film si elle se retournait contre Justin Baldoni. Sauf que ce que Colin Hoover n'a pas compris, parce qu'elle est complètement teubée, cette fille, oui, parce que, excusez-moi, mais se retourner contre un ami, j'en ai parlé la dernière fois, alors qu'il défend ta vision du film et qu'il t'a impliqué depuis le début dans le script, juste pour pouvoir avoir le contrôle sur le montage, c'est très très bête. Parce qu'en fait, Hoover, elle a poussé son ami sous les rues du bus en pensant que Blake Lively lui faisait une faveur en lui permettant de participer au montage du film, alors qu'en fait, Blake avait besoin d'elle pour monter le film. Elle n'a pas lu le livre. Tout ce qu'elle connaît du film, c'est le script. Et le script, je sais pas si vous le savez, mais le script, il est pas dans l'ordre, en fait. Les scènes, elles sont pas dans l'ordre. Donc, elle avait besoin d'elle pour faire le montage. Et comme une teubée, en fait, elle a cru que Blake Lively lui faisait une fleur et elle n'a pas hésité à jeter son ami qui a cru en elle à un moment où personne ne croyait en elle et qui lui a acheté les droits de son livre sous les rues du bus. C'est vraiment, vous allez le voir, hein, toute cette brochette-là, hein, c'est un panier de crabe. Dans sa déposition, Hoover avoue que si elle a un follow, c'est à la demande de Blake Lively. Hoover dit aussi qu'elle était au courant qu'il y avait un conflit sur le tournage, mais de rien de sexuel. Et on se rend compte également, avec la déposition de Isabella Ferrer plus tôt, qu'en fait, Blake Lively a attribué la rumeur selon laquelle Colin Hoover était de la foi Baha'i à Justin Baldoni. Alors qu'en fait, il s'agit tout simplement d'une rumeur BookTok, et que, en fait, pour les gens, la raison pour laquelle Colin Hoover a vendu le droit d'adaptation à Justin Baldoni, c'est parce qu'ils sont de la même religion. Alors que pas du tout. Pas du tout. La raison pour laquelle elle lui a vendu ses droits d'adaptation, c'est parce que à l'époque où il l'a acheté, c'est-à-dire 5 ans avant la parution du film, donc en 2019, personne ne connaissait Colin Hoover. Enfin, son livre était évidemment déjà sorti, mais c'était pas du tout un best-seller, pas du tout. Donc Justin a repéré ce livre, a repéré que ce livre prenait un petit peu d'ampleur que dans la communauté de lecteurs de New Romance, et du coup il a décidé d'adapter ce livre. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec la foi, en fait. Et en fait, Blake Lively a fait croire à Colin Hoover que c'était Justin Baldoni qui était derrière cette croyance, alors que il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. Tu le verras jamais dire que Colin Hoover est Baha'i. Absolument pas. Et en fait, on se rend compte à quel point Blake Lively utilise la foi de Justin Baldoni contre lui. Ensuite, toujours dans sa disposition, Isabella Ferrer nous apprend que Justin Baldoni était censé être là lors de la projection de la version de Blake Lively, du film de Blake Lively. Mais en fait, il aurait été désinvité, car lors d'un dîner, il aurait traité Blake Lively de narcissique. Un petit peu avant cette projection, Justin Baldoni a invité Colin Hoover à un dîner avec Jamie Heath pour lui expliquer la situation. Il y avait aussi Sony pour lui expliquer la situation et lui montrer et lui expliquer en fait que Blake Lively cherchait à voler le film. Sauf que Colin Hoover avait déjà été groomé par Blake Lively. On lui avait déjà monté le bourrichon par Blake Lively. Et en fait, elle a pris le parti de Blake Lively et c'est pour ça qu'elle a décidé de le désinviter. Et on pose la question lors de la déposition de Colin Hoover et elle dit qu'elle ne se souvient pas de qui l'a désinvité. Elle se fout du monde quand même. Moi, je vais vous dire, t'as une amie comme Colin Hoover, t'as pas besoin d'ennemis. Ce que je pense par rapport à Colin Hoover, c'est que c'est quelqu'un qui a pas confiance en elle. Et c'est même pas qu'il n'a pas confiance en elle, c'est qu'elle ne se respecte pas. C'est-à-dire que pour moi, Colin Hoover, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à se retourner contre un ami, parce qu'ils étaient amis. On le voit dans les conversations
que Justin Baldoni a publié avant, hein, conversation qui était décelée, on voit qu'il parlait énormément, qu'il y a énormément d'échanges de SMS, qu'il l'a sollicité énormément et qu'ils étaient assez proches en fait. Et elle n'a pas hésité à se retourner contre lui, déjà parce qu'on lui a monté le bourrichon contre lui, hein, on l'a fait passer pour un prédateur, on lui a fait croire que il lançait des rumeurs sur sa foi, alors que pas du tout, mais aussi pour juste avoir le contrôle sur l'édition d'un film, alors qu'elle a été consultée tout au long de l'écriture du script, parce qu'en fait le but de Justin Baldoni était de faire en sorte que le film respecte un maximum le matériel original, c'est-à-dire le livre. Et c'est pour ça qu'il s'opposait souvent aux apports que voulait faire Blake Lively. C'est un peu le gros défaut de Blake Lively, c'est-à-dire que, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, elle a tendance à faire en sorte que les personnages qu'elle joue lui ressemblent. Au lieu de se mettre dans la peau de ces personnages, elle fait en sorte que ces personnages lui ressemblent. Et c'est pour ça que pour moi, elle aura jamais d'Oscar. C'est pour ça que pour moi, c'est pas vraiment une actrice. Alors que Lily, c'est pas du tout Blake Lively. Lily, c'est une jeune femme qui est romantique. Et dans le film, tu sens qu'il y a un côté, ah, elle manque de douceur. Son personnage manque de douceur, manque de fragilité, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on sait dans des interviews que Blake Lively voulait que, en fait, Lily soit une femme forte, une femme qui ait du caractère, pour montrer que ça arrive aussi aux femmes fortes qui ont du caractère. C'est vrai, et c'est intéressant, tu vois. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas le personnage de Lily. Lily, c'est une meuf fleur bleue. C'est une fille, c'est une fleuriste. Ce n'est pas du tout une matérialiste, alors que elle est pimpée comme jamais dans le film. Je vous ai dit à plusieurs reprises que une des choses qui me gêne énormément dans le film, c'est le stylisme. Mais la raison pour laquelle le stylisme est choquant, c'est que on a des vêtements extrêmement chers, mais aussi extrêmement ostentatoires. C'est-à-dire que tu vois que c'est cher. Tu vois que c'est de la marque. Et une jeune femme qui lance une boutique de fleuriste n'a pas les moyens de s'acheter ça. C'est choquant en fait. C'est vraiment choquant. Autant on a reproché la même chose dans Sex and the City. Mais il y avait une certaine cohérence dans le sens où l'autrice parle des femmes de Manhattan. Donc des femmes qui ont un certain pouvoir d'achat. Donc le fait que la journaliste elle-même s'offre des chaussures à 500 balles, c'est pas déconnant. Dans le sens où elle vit au rythme des femmes qu'elle décrit dans ses chroniques. Et encore, à un moment donné, on explique pourquoi elle arrive à vivre à Manhattan, parce qu'elle a un loyer à prix préférentiel. Mais donc bref, dans Sex and the City, au moins, ça avait une certaine cohérence. Là, pas du tout, en fait. Du coup, la vision de Blake Lively du film était à l'ouest. Heureusement qu'en fait, elle a fait le montage avec Colin Hoover, mais encore une fois, pour avoir vu le film également, ce qui m'a également manqué, c'est on ne sent pas l'alchimie, on ne sent pas la magie entre les deux personnages, entre Riley et Lily. On ne sent pas l'intimité qui se crée, la relation qui se tisse, vous voyez. Ça, je suis persuadée que dans la version de Justin, on avait plus cette sensibilité-là que Blake n'a absolument pas, et apparemment Colin Hoover non plus. Bref, Colin Hoover, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas de respect pour elle-même, parce que elle n'a pas vu que Blake Lively non seulement l'utilisait hein, pour pouvoir faire sa propre version du film, mais en plus que sa version à elle était moins fidèle à ce que a essayé de faire Justin Baldoni. Et elle n'a pas hésité à le jeter dans les roues du bus. Et ça, franchement, c'est une leçon que j'aimerais que toutes les femmes, que toutes les personnes en général notent, c'est que quelqu'un qui n'a pas de respect pour lui te manquera de respect à toi et sera un soutien bien fragile. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas de respect pour soi d'avoir du respect pour les autres. Donc attention, si vous voyez que quelqu'un n'est pas capable de se défendre, n'est pas capable de défendre ce en quoi il croit, méfiez-vous de ce genre de personne parce que un jour c'est vous qui le trahira. Et ça vraiment, c'est quelqu'un d'expérience qui vous le dit. Ensuite, on a la PG Later qui est fournie par
Blake Lively, mais franchement, elle se donne vraiment le bâton pour se faire battre, celle-là. Je pense qu'elle a publié cette lettre pour montrer que elle n'a pas volé le film. En fait, elle mérite ce qu'elle récolte, en fait. Sauf que, bah, on voit qu'elle s'approprie pas mal de choses, qu'en fait, on sait que c'est Justin Baldoni qui est derrière, mais en plus, elle fait une liste de 17 points de choses qu'elle a faites, enfin, qu'elle s'attribue, en tout cas, dans le film. En fait, on se rend compte qu'elle était la boss sur le film. Du coup, encore une fois, je vous en réfère à ma vidéo précédente, où je vous explique que finalement, la plainte pour harcèlement ne tient pas dans la mesure où Blake Lively était la boss sur le tournage. Donc, pour qu'il y ait harcèlement sexuel, en fait, il faut démontrer que la personne est salariée et hiérarchiquement en dessous et que du coup, ce harcèlement, c'est une façon de la dominer. Or, de fait, on sait que c'est Blake Lively qui avait le pouvoir sur le film et en plus, elle a fait une PGA letter, donc le PGA, vous savez, c'est le sigle qui fait que vous êtes producteur exécutif du film. Et donc, ça vous donne le droit à plus de recettes du film, évidemment, mais aussi ça vous donne le droit à plus de reconnaissance par rapport au film, vous voyez. Et donc, si vous voulez être crédité pour la réalisation et la production du film, vous avez besoin de ce sigle PGA. Et en fait, il faut le demander à un comité. Et pour le demander à ce comité-là, Blake Lively a écrit une lettre en 17 points où elle s'attribue plein de mérites. Et je vous fais pas la liste de tout ce qu'elle s'attribue. Par exemple, la campagne de marketing, alors qu'on sait que c'est Ryan Reynolds. Je vous en passe, c'est des meilleurs, mais en tout cas, elle s'attribue 17 mérites, ce qui montre bien qu'en fait, c'était elle la boss, non? Il y en a, on sait que c'est pas elle, hein. Mais quoi qu'il arrive, en fait, elle déclare que c'est elle la boss. Donc encore une preuve qui nous démontre que normalement sa plainte devrait être rejetée. Ensuite, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. On va passer à la campagne de diffamation de la part de Ryan Reynolds sur Justin Baldoni. Et alors, c'est croustillant, il a monté tout le monde contre Justin Baldoni. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde du cinéma contre Justin Baldoni. Blake Lively aussi est dans le truc, par exemple. Dans le premier message, on voit que Blake Lively dit à Matt Damon et Ben Affleck, j'ai écrit le script, je dirige tous les acteurs, j'ai même fini par diriger le film à travers ce clown chaotique. En parlant de Justin Baldoni, évidemment. Encore une fois, elle fait croire à toutes les élites du cinéma qu'elle a réécrit le script parce que c'était mauvais et non par pur ego. Ben n'a jamais répondu. Matt, si Bradley Cooper, qui est aussi dans la boucle, hein, a vu 2 fois le film et a félicité Blake Lively. Ensuite, Ryan Reynolds écrit à Josh Greenstein, qui était un des dirigeants de Sony à cette époque-là, en le remerciant de s'être rangé de son côté, prétendant au passage que Justin Baldoni a été lobotomisé à la cuillère à melon. Alors la cuillère à melon, c'est, vous savez, les sortes de cuillères qui permettent de faire des boules dans les melons. Et en qualifiant le comportement de Justin Baldoni d'une stupidité malveillante. Et en fait, il parle à Sony là, donc d'où il intervient dans un film dans lequel il joue même pas, quoi. En réponse, le gars embrasse clairement les fesses de Ryan en s'assurant que le couple fera toujours des films avec Sony. Pourtant, aujourd'hui, Josh Greenstein travaille pour Paramount. Et je l'avais annoncé dans la dernière vidéo, Paramount vient d'annuler 3 films de Ryan. Est-ce que ce serait pas des représailles pour l'avoir trompé? Le 13 mai 2024, Ryan Reynolds dit à Matt Damon que Justin est un sociopathe malveillant et un faux féministe qui n'a aucune conscience des limites et de la honte. Je n'arrive pas à croire qu'il ne soit pas en prison. Voilà ce qu'il dit. C'est sûr que toutes les célébrités dont on parle là, Matt Damon, Ben Affleck, Bradley Cooper, c'est sûr que toutes ces célébrités qui travaillent avec Weinstein sont bien placées pour juger sur les prédateurs sexuels, bien sûr, tout à fait. Tout à fait, ils ont un nez pour ça. Never mind. Ensuite, Blake a écrit à Ben Affleck et a prétendu que Justin allait être poursuivi pour son comportement déplacé avec d'autres personnes. Blake écrit également à Glennar, Brandon Glennar, sa costard dans le film It Ends With Us, c'est celui qui joue Atlas. C'est comme ça qu'il fonctionne et tout le monde peut le voir. Tout le monde vient vers moi maintenant. Et en fait, là, on voit le shift, en fait, où tout le monde se retourne contre Justin Baldoni. Et en fait, elle a monté la tête à tout le monde. Et le 19 juin, Blake échange avec Hoover et qualifie Baldoni de narcissique. Et ça, c'est le comble du comble pour moi. Elle envoie aussi un SMS à Anna Wintour de Vogue. De Vogue. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire d'article
de James Fiszka et de son article pour le Daily Mail décrivant Justin comme prédateur sexuel, et ben en fait on a les détails de cet article et on sait que c'est Leslie Sloan qui est derrière et donc Blake Lively, et que Leslie s'est même permise de râler parce que il manquait un bout de phrase qu'elle voulait qu'il dise dans son article. D'ailleurs, le 9 août, Ryan engage Leslie Sloan pour engager une smear campaign et ils se mettent vraiment d'accord sur, vous l'avez vu, hein, le détaillé de la smear campaign, on en a déjà parlé, ils se mettent vraiment d'accord sur un calendrier pour retourner la vapeur par rapport aux mauvais retours qu'ils ont. On en reparlera plus tard, mais aux mauvais retours qu'ils ont par rapport au lancement du film. Le 10 août, Ryan Reynolds envoie un mail pour cirer les pompes de Hoover et lui glisser que le bad backlash que sa femme vit est à cause d'une smear campaign de la part de Justin Baldoni, alors que ce sont les fans de Colin Hoover même qui ne sont pas contents du traitement du film, du traitement de la sortie de ce film en fait. Le même jour, il échange des SMS avec elle et il ne manque pas de faire passer Justin Baldoni pour un prédateur narcissique. C'est le comble du comble. Le 19, il envoie à Hoover, de toute évidence, Justin est un prédateur sociopathe. Il envoie ensuite un SMS à WMA, vous savez, c'est l'agence de talent, qui a fini par virer Baldoni le lendemain de la plainte de Blake Lively, en qualifiant Justin de sac à merde, de partenaire, un prédateur et une arnaque. L'agent de WMA répond que l'agence n'avait pas eu vent de tout ça avant que Ryan Reynolds leur en parle. Donc en fait, Justin Baldoni s'est bien fait virer par WMA à cause de Ryan Reynolds. Donc voilà pour la campagne de diffamation de Ryan Reynolds, enfin de Blake Lively et Ryan Reynolds, mais c'est vraiment Ryan Reynolds qui est l'architecte enfin, de cette campagne de diffamation. Et alors, ils osent se plaindre de Justin Baldoni alors que bon, clairement, il a rien fait. Mais mais bien sûr qu'ils lui ont fait une campagne de diffamation de ouf en fait. Maintenant passons à la version de Sony. Blake Lively a également déposé dans le dossier des mails de la part de Sony. Des mails qui ne leur étaient pas adressés, mais qu'ils ont mis dans le dossier pour étayer leur cas, alors que c'est très mauvais pour eux, mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça. En fait, pour Sony, la smear campaign, c'est la responsabilité de Blake Lively et d'elle seule, et de sa manière maladroite d'avoir promu le film. Un dirigeant, par exemple, de Sony, explique dans un mail, elle a orchestré ce drama d'une manière totalement mal avisée et immature et a menacé Sony. Et évidemment, elle est juste fâchée que ça lui retombe dessus. Le 15 août, le CEO de Sony, donc le PDG de Sony, dit elle s'est fait ça toute seule en n'écoutant pas les conseils et en faisant la promotion de ses produits. Le 23 août, le président de Sony dit elle s'est fait ça toute seule, en parlant de Justin évidemment, si elle l'avait juste laissé venir à la première, qu'elle n'avait pas fait en sorte que tout le cast l'unfollow et qu'elle ne l'avait pas fait virer du film et qu'elle avait fait ce qu'on fait d'habitude dans ce genre de situation dans le showbiz, c'est-à-dire protéger le film, rien de tout cela ne se serait passé. Son comportement était à un niveau épique de stupidité. Elle n'écoutait pas le président de Sony. Donc voilà pour les preuves dont le scellé a été levé dernièrement qui ont été publiées dans le dossier public et du coup qui sont à la vue de tout le monde et à la portée de tout le monde. Voilà maintenant ce que je pense de tout ça. Quelle sera la suite selon moi? Je vais vous parler de la suite du côté de l'affaire, je vais vous parler de la suite pour Justin et ensuite je vais vous parler de la suite pour Blake et Ryan. Bon alors pour l'affaire, déjà souvenez-vous, dans la vidéo précédente, je vous avais dit que le juge Lehman avait demandé à Justin Baldoni et Blake Lively de conclure un accord. Et je vous avais dit que moi, je pense que c'est parce qu'il lui donne une dernière chance avant de rejeter son affaire. Je suis encore plus persuadée de ça, justement parce que il a rejeté toutes les demandes de garder sous scellé. Et franchement, le juge Lehman, il fait rarement ça. Il essaye d'en prendre un petit peu. Mais là, vraiment, il a décidé de tout rejeter. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il a décidé ça parce que Blake Lively, par erreur, enfin les avocats de Blake Lively, par erreur, ont mis la déposition de Justin Baldoni sans retirer les informations sensibles. Il est possible qu'il y ait de ça, mais sincèrement, pour moi, la vraie raison pour laquelle il balance tout,
c'est parce qu'il s'apprête à rejeter l'affaire. Je vous le dis, je le sens depuis un moment. Là, en fait, les avocats de Justin Baldoni ont prouvé par A plus B, et en plus, même Black Lively, en fait, elle nous donne les éléments, quoi. Donc, ils ont prouvé par A plus B que, en fait, sur le plateau, la boss, c'était Black Lively. Et même auprès de ses amis et tout, elle se fait mousser pour se faire passer pour la boss. Donc, clairement, c'est elle qui avait le pouvoir sur le plateau. Du coup, à partir de ce moment-là, il ne peut pas y avoir de harcèlement sexuel, c'est pas possible. Et pour la smear campaign, à partir du moment où il n'y a pas de harcèlement sexuel, Justin Baldoni n'a pas de raison de faire une campagne de représailles. Vous voyez ce que je veux dire? Une smear campaign, c'est une campagne de diffamation, certes, mais on parle aussi de retaliation, donc c'est-à-dire de représailles, de lui faire payer quelque chose. Donc s'il n'y a pas de harcèlement sexuel, elle n'a pas rejeté ses avances, et donc il ne peut pas y avoir de représailles. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que Justin Baldoni lui reproche en réalité, c'est de lui avoir volé le film. Mais même pour ça, il s'en est pas pris à elle. On voit là, par A plus B, que Ryan Reynolds et Blake Lively ont fait une smear campagne contre Justin Baldoni auprès du monde du cinéma, mais aussi dans la presse. À partir du 10 août, au moment où Leslie Stone, elle est embauchée, on voit que Leslie plante des affaires. On dit planter parce qu'en fait, la personne plante une graine et elle laisse le truc prendre. Sauf que elle plante les graines et qu'à l'époque, ça prenait pas parce que ce qui prenait le pas sur l'histoire, en fait, c'est le fait que Blake Lively faisait un film qui parle de violence conjugale sans parler de violence conjugale dans les interviews et en niant le problème de la violence conjugale. Donc, c'est problématique. Et donc, bref, moi, je suis persuadée que le juge Liman a décidé de lever les scellés, tout simplement pour que le public comprenne sa décision. Je pense qu'il s'apprête à rejeter l'affaire, et je pense qu'il a voulu que le public comprenne pourquoi il allait le faire. Parce que là, c'est vrai que on n'a que les preuves de Blake Lively, et pourtant, c'est accablant pour elle, quoi. Je pense donc qu'il s'apprête à classer l'affaire en donnant raison à Baldoni sur la summary court. Vous voyez, vous vous souvenez, je vous en avais parlé dans la vidéo précédente également, la legal team de Justin Baldoni a fait une demande de summary court. C'est une procédure, en fait, qui va juger sur le droit et seulement sur le droit, tout comme la cour de cassation chez nous, sauf que là, ça se passe en première instance et avant la première instance. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de vérifier que toutes les conditions qui sont énumérées dans une loi sont réunies pour que la plainte soit accordée, soit rejetée. Et ben moi, je pense sincèrement que le juge Iman va statuer en faveur de Justin Baldoni sur la summary court, parce qu'ils ont réussi à démontrer que non seulement les conditions ne sont pas réunies pour que Blake Lively porte plainte. Et rappelez-vous, l'une des conditions, c'est qu'elle soit salariée. Mais en plus, ils ont réussi à démontrer qu'il n'y a pas de toute façon de harcèlement sexuel. Si vous voulez, ils lui ont permis de pouvoir rejeter l'affaire sans se sentir coupable. Vous voyez, ils lui ont donné toutes les raisons de le faire, quoi. Et de toute manière, j'en ai déjà parlé, mais pour moi, depuis que Perez Hilton lui est rentré dans l'art et lui a expliqué par A plus B pourquoi il jugeait mal cette affaire, en fait, je pense que le juge Liman a ouvert les yeux et qu'il statue de moins en moins en faveur de Blake Lively. Et là, je pense qu'il va lui mettre le coup de grâce là dans les semaines qui viennent. On va voir si je me trompe ou si je me trompe pas. Mais là, pour moi, le coup de grâce est imminent. Et un autre indice qui me fait penser ça, c'est que Blake Lively a embauché une autre avocate qui est spécialiste en gestion de crise. Ça peut être pour deux raisons. Soit parce qu'il savait que la levée des scellés était imminente et qu'en fait, finalement, la demande de ne pas lever les scellés, c'était une manière de gagner du temps. Tout à fait possible. Mais ça pourrait être également pour gérer l'après-jugement de Liman et donc le rejet de sa plainte. Je pense qu'il l'a engagé pour ces deux raisons-là, et donc ça fait quand même beaucoup d'éléments pour moi qui me disent que il va rejeter la plainte. C'est mon avis, c'est ce que je pense. Après, je peux me tromper. Je pense que dans un premier temps, en fait, il a donné à Blake toute la possibilité de pouvoir présenter son affaire, et que quand Paris Hilton lui rentrait dans l'art, il s'est rendu compte qu'il était trop gentil et qu'elle prenait vraiment
les gens pour des cons et qu'en plus, elle mettait dans la sauce des petits créateurs de contenu qui n'avaient pas les moyens de se battre à son niveau, quoi, qui n'avaient pas les moyens financiers, en fait, d'avoir des avocats payés à prix d'or, et qu'en plus, elle n'hésitait pas à mettre dans la sauce tout le monde. Et là, à mon avis, il se rend compte que, en fait, Blake Lively, son dossier, il est vide. Et donc, pour moi, il est en train de nous préparer à une décision de rejet de plainte. C'est comme ça que je ressens. Je peux me tromper, mais c'est ce que je repense. Ensuite, quelle va être la suite pour Justin? Je sais que beaucoup d'entre vous voudraient que la plainte de Blake ne soit pas rejetée pour que l'affaire soit jugée au tribunal. Parce que vous voudriez que Blake, en fait, soit désavoué au tribunal et soit condamné, en fait, au tribunal. Sauf que, il y a un truc que vous n'avez pas compris. C'est que, dans cette affaire, Blake Lively est la plaignante. D'accord? C'est-à-dire que c'est Justin Baldoni qui est accusé de quelque chose. Donc, au meilleur des cas, Justin Baldoni sera innocenté lors du procès. C'est la meilleure des choses qui puisse lui arriver. Alors évidemment, si elle perd l'affaire au tribunal, elle sera évidemment obligée de payer à Justin Baldoni ses frais d'avocat. Sauf que si son affaire est classée sans suite, en fait, Justin Baldoni a la possibilité de lui demander de payer ses frais judiciaires. Tout comme Blake Lively l'avait fait. Quand la plainte de Justin Baldoni a été rejetée, elle avait fait une demande pour que Justin Baldoni paye ses frais d'avocat. Et Justin Baldoni pourra faire exactement la même chose. Sauf que là, ça douille beaucoup plus, parce que la procédure a été beaucoup plus longue pour Justin Baldoni, quoi. Et en plus, si la plainte de Blake Lively est rejetée, dans la mesure où c'est elle la première qui a porté plainte, il n'est pas dit que Justin Baldoni soit condamné à payer les frais d'avocat de Blake Lively. En fait, je pense sincèrement que le mieux du mieux serait que le juge classe l'affaire sans suite, tout simplement parce qu'il a un agenda extrêmement plein et que, en fait, il a besoin de faire le tri dans son agenda parce qu'il a des affaires hyper importantes qui arrivent, qu'il doit juger, alors qu'il a pris du retard à cause, souvenez-vous, du shutdown. Mais en fait, une des meilleures manières de gérer l'affaire serait pour lui de classer tout simplement l'affaire avant qu'elle n'arrive au tribunal, sachant qu'un procès, ça coûte de l'argent, donc ça coûte de l'argent à l'État, et c'est le contribuable qui paye. Et si pour Liman, il n'y a aucune chance pour que Blake Lively gagne l'affaire parce que, clairement, c'est pas possible. Et en plus, surtout, si pour le juge Liman, en fait, les conditions sont pas réunies pour que Blake Lively puisse mettre en jeu le harcèlement sexuel, en fait, le mieux c'est qu'il classe l'affaire, en fait. Ça permet de tuer dans l'œuf cette affaire et je trouve que c'est un désaveu beaucoup plus important qu'un procès. Parce qu'en fait, si le juge Liman classe l'affaire, alors qu'au début il a été hyper clément en plus avec elle, ça démontre à quel point son dossier était vide. En fait, ça démontre à quel point, en fait, sa plainte ne tenait pas la route une seule seconde. Donc je pense que c'est plus fort qu'un procès. Le juge Liman a été extrêmement prudent, justement parce que on reproche à la justice de pas permettre aux affaires de violence S d'émerger. Et justement, il a été extrêmement compréhensif et il a laissé couler plein de choses qui ne seraient pas passées en France, clairement, justement parce qu'il voulait vraiment lui donner la chance à fond, quoi. Mais à un moment donné, tu peux donner la chance à quelqu'un si il transforme pas l'essai, il transforme pas l'essai. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc là, le dossier reste vide. On nous parlait de Smoking Gun et compagnie. Le dossier reste vide. Et au fait, il faut que je vous dise, Blake Lively n'a pas pu nous présenter un Smoking Gun. Elle nous en montrera pas plus tard parce que, de ce que j'ai compris, là, c'était le dernier moment pour qu'elle puisse nous présenter ses preuves. Après, c'est terminé. Ils ne pourront plus ajouter au dossier de nouvelles preuves, à moins d'avoir une audience avec le juge, nanani, et que la nouvelle preuve soit vraiment un tournant, quoi. Soit vraiment un... Voilà, là pour le coup, il faut vraiment un smoking gun. Et encore, c'est pas dit que ça passe, quoi, parce que justement, encore une fois, le juge Liman, il a pas tout son temps, et que tout ce qu'il veut, c'est que ça passe, quoi. Ça... Ensuite, pour Justin Baldoni, qu'est-ce qu'il ferait une fois que son affaire est classée? Alors, il a clairement de quoi faire appel sur le jugement de classement sans suite de sa plainte à lui pour le vol du film. Clairement, là, vraiment, il a un boulevard devant lui. Et puis, il peut également porter plainte pour smear campaign. Pour le coup, là également, là, c'est prouvé par A plus B que il y a eu une campagne de diffamation contre lui qui était gravissime, quoi. Donc voilà, il pourrait vraiment se retourner une nouvelle fois contre Blake, mais je pense pas qu'il va le faire.
je pense que il a qu'une envie, c'est de tourner la page. Également, Sony pourrait se retourner contre Blake parce que ils ont été trompés, que Ryan Reynolds leur a fait croire que Justin Maloney était un prédateur et tout, alors que pas du tout. Hein. Mais je ne vois pas Sony le faire parce que je pense que leur intérêt, c'est vraiment de faire le moins de bruit possible et que on n'en parle plus en fait. Mais je pense sincèrement que le mieux qui puisse arriver pour Justin Baldoni, c'est de laisser cette affaire judiciaire derrière lui et de passer à autre chose et de reprendre sa carrière professionnelle s'il peut. Alors, beaucoup de gens comme moi veulent voir le film de Justin Baldoni. Je me suis renseigné sur les modalités, si il était possible que le film de Justin Baldoni soit un jour publié. C'est clairement possible, mais ça demande le soutien de Sony, dans la mesure où Wayfarer a signé avec Sony pour les droits d'exploitation du film, les droits de diffusion du film, pardon. Alors en fait, tout dépend aussi, il y a une clause d'exclusivité, mais l'usage veut qu'il y ait des clauses d'exclusivité, donc je pense qu'il y en a une, et tout dépend de la longueur de cette clause d'exclusivité. Et en général, la clause d'exclusivité, elle est sur 10 ans, en général. Donc ça exclut totalement le fait de le faire sans Sony, parce que c'est vrai que nous, on aurait tendance à avoir envie qu'il le fasse sans Sony, parce que Sony ne l'a pas soutenu au moment où il avait besoin d'être soutenu. Mais dans la mesure où il a signé avec Sony, il va être obligé de passer par Sony, normalement, s'il y a cette clause d'exclusivité. Mais en général, il y a une clause d'exclusivité. Donc, néanmoins, personnellement, je pense qu'il est dans l'intérêt de Sony de le faire, dans la mesure où le film est déjà monté, il y a rien à faire. Peut-être pas le lancer en salle, mais vendre les droits de diffusion à une plateforme en streaming, ça peut très bien être fait. Souvenez-vous, j'en ai parlé, ça a été fait avec Justice League. Voilà, c'est quelque chose qui est très possible. Ça ne coûterait rien à Sony de le faire. Et je vois bien HBO, par exemple, le faire. Ça, clairement, c'est tout à fait leur style. Et d'autant qu'ils ont besoin en ce moment d'avoir des titres qui fonctionnent. Je les vois bien faire ça. Néanmoins, j'en ai parlé avec Julie de Gossip Glass, et elle pense qu'en fait, Justin Baldoni ne veut plus rien avoir à faire avec le film. C'est aussi possible. C'est aussi possible qu'il n'ait plus envie de parler de ce film, qu'il ait ce film en horreur, et qu'il veuille passer à la suite. C'est possible. Mais bon, à sa place, je voudrais que le public puisse voir ce que j'ai fait du film, pour pouvoir juger par lui-même quel film est le meilleur. Je pense qu'il a rien à perdre à le faire. Au contraire, hein, je suis sûr que son film est bien meilleur. Moi, je pense qu'il y a déjà un public qui est prêt à voir ce film. Par contre, il y a aussi un public qui est dégoûté de ce film. Moi, je vous avoue que s'il sort, je suis la première à les regarder. Et je pense que la plupart d'entre vous aussi. Mais dites-moi si vous êtes dégoûté par le film et que vous n'avez pas du tout envie de voir ni la version de Blake, ni la version de Justin, ou la version de Blake, enfin dites-moi ce que vous en pensez. La raison aussi pour laquelle je pense que Sony pourrait totalement le faire, au-delà du fait que ça ne leur coûterait rien et que ça leur rapporterait plutôt de l'argent à Sony, on a vu qu'ils se sont déjà retournés contre Blake et Ryan. Donc à la limite, il y a de l'argent à se faire, hein, et puis je pense que vraiment Sony ne travaillera plus jamais avec Blake et Ryan. Donc je les vois bien le faire. Donc à voir pour cette Baloney's Cut. Mais franchement, moi je trouve que ce serait cool. Et pour la suite, pour Justin, il a son film avec Scarlett Johansson. D'ailleurs, je n'en ai pas parlé, mais pour moi, le fait que Scarlett Johansson ait signé avec lui, pour moi, c'est vraiment le signe que dès le départ, elle ne croyait pas Blake Lively et que dès le départ, elle a voulu soutenir Justin Baldoni parce que qui est mieux placé qu'elle pour savoir que son ex-mari est un manipulateur. Franchement, je pense que elle a cramé très vite que Justin Baldoni s'était fait avoir par son ex-mari qui est un control freak. Maintenant, quelle suite pour Blake et Ryan? On en a déjà un peu parlé la dernière fois, mais vous le savez, pour moi, Blake et Ryan sont un peu cramés. Outre l'aspect financier, leur vrai atout dans le monde du cinéma, c'est leur capital sympathie. Or, leur capital sympathie a explosé en mille morceaux. Ils se sont exposés eux-mêmes et ils ont exposé eux-mêmes leur malveillance. S'ils sont désavoués judiciairement, le public va leur tourner le dos et c'est pour ça, je pense, qu'ils s'accrochent en fait. Ils misent toute leur carrière et toute leur futur sur le fait d'être innocentés dans le procès. Sauf que, franchement, ça se présente vraiment très très mal. Je ne vois pas cette affaire aller jusqu'au procès, je vous le dis franchement. Pas parce qu'ils auraient conclu un accord entre deux, mais parce que
je ne vois pas comment le juge Liman peut envoyer cette affaire en procès, en fait. Je pense qu'il va vouloir faire économiser de l'argent à l'État. Et en réalité, s'ils sont désavoués judiciairement, c'est une catastrophe pour eux parce que bah, leur public leur tournera le dos. Et qui dit pas de public derrière eux, dit pas d'argument pour convaincre les studios de travailler avec eux, en fait. Alors, Ryan Reynolds aurait un capital d'un demi-milliard de dollars, mais produire un film, ça coûte énormément, énormément d'argent. Déjà, ils ont dépensé énormément d'argent sur le procès. Et en plus, produire un film coûte énormément d'argent. Et oui, ils pourraient tout miser sur la production d'un film, peut-être deux. Mais à un moment donné, s'ils misent tout, en fait, faut vraiment être sûr que ça va marcher. Et à partir du moment où le public lui tourne le dos, enfin, faut vraiment qu'il y ait un super bon bouche à oreille pour que son film fonctionne. Donc, moi, je vous dis, ça sent mauvais pour eux, quoi. Comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, les seuls projets pour lesquels, à mon avis, Blake et Ryan vont pouvoir continuer de travailler, c'est dans les projets de leurs amis et dans leurs propres projets. Et encore, il faut qu'ils obtiennent un financement si ce sont leurs propres projets. Mais je pense sincèrement qu'ils vont devenir la patate chaude du show business et qu'ils le sont déjà, en fait. Et que plus personne ne veut travailler avec eux, en fait. Pour moi, ils n'ont pas le talent de réussir sans le soutien du public, sans le capital sympathique que leur a accordé le public. Tu vois, il y a des gens qui se mettent toute une industrie à dos, c'est arrivé plein de fois, et en fait, ils ont tellement de talent qu'ils ont réussi à revenir dans le devant de la scène. Je pense par exemple à celui qui a fait The Whale. Il a joué dans La Momie et dans les suites de La Momie, et puis après il a été cancellé. Je sais pas si c'est par rapport à son comportement ou parce que ses films ne fonctionnaient plus. Et puis il a fait The Whale et il est revenu en grâce dans le monde du showbiz, quoi. On a eu plein de résurrections de ce type-là. Mais ça, franchement, pour Blake et Ryan, ça me paraît totalement inaccessible parce qu'ils n'ont pas ce talent-là. Ils n'ont pas de grand talent de dramaturge, à moins de travailler très fort et de revenir avec un rôle de ouf. Pour moi, c'est terminé pour eux, hein. Jusqu'à récemment, je doutais qu'ils soient cancellés. Je pensais qu'ils allaient continuer à travailler parce qu'ils allaient continuer à conserver le soutien de la profession. Mais là, je vois que tout le monde leur tourne le dos et que tout le monde a raison de le faire en plus. Tout le monde se sent trahi en fait par eux. Donc je vois pas comment ils peuvent s'en sortir, franchement. Et d'ailleurs, je pense que justement ce manque de talent, j'en avais déjà parlé, pour moi c'est une des raisons pour lesquelles ils s'en prennent à Justin Baldoni. C'est une des raisons pour lesquelles ils le détestent autant. Parce que Justin Baldoni, mine de rien, a eu le pif pour choisir le livre de Colin Hoover. Il a développé un film, il a dirigé un tournage, il a fait un montage, et malgré tout, l'énergie que Blake Lively a mis en place pour lui mettre des bâtons dans les roues, c'est quand même la version du film de Justin Baldoni qui était préférée par l'échantillon qui a vu les deux versions, en fait. À mon avis, ils sont écœurés, en fait, de ça. Mais écoutez, le talent, c'est le talent, quoi. Ça ne s'explique pas. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse sur ça. Déjà, à mon avis, la vidéo, elle va être bien longue. On se retrouve donc la semaine prochaine, je pense, pour les preuves présentées par Baldoni. S'il y a rien de nouveau de ouf, je fais la vidéo théorie de Kate et on se retrouve dans 2 semaines pour la vidéo de Justin. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci. À chaque fois, ça me fait chaud au cœur de voir à quel point vous êtes passionné par l'affaire et à quel point vous restez. Des fois, je doute, en fait, de la clarté de mes vidéos. Alors, vous avez été plusieurs à me dire que non, les vidéos, elles sont assez claires et à me remercier. J'ai toujours l'impression que mes vidéos, elles sont un peu brouillon. Peut-être parce que quand je les tourne, elles sont brouillon, mais qu'après le montage, elles sont un peu plus claires. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à booster la vidéo comme d'hab. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, soit sur Kate, soit sur Blake et Justin. Je vous fais d'énormes bisous. Bye bye.